Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons en studio Mme Amélie Frangillo, avec qui nous allons nous entretenir de SP Canada Chaudière-Appalaches, soit la section régionale de la Société canadienne de la sclérose en plaques, dont elle est la directrice générale. Bonjour Amélie. Allô Guy Jacques, ça va bien? Ça va très bien, merci. Yes. La sclérose en plaques, c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup. Pour bien comprendre le tout, qu'est-ce que la sclérose en plaques exactement? La sclérose en plaques, c'est une maladie qui est invisible. Fait que vous ne connaissiez pas la maladie, c'est normal, mais vous côtoyez sans doute plein de gens qui vivent avec ces défis-là. C'est une maladie neurologique qui touche, oui, au niveau du cerveau, donc des lésions, des plaques à ce niveau-là, mais également au niveau de la moelle épinière. OK. Donc, c'est une maladie qui est vraiment imprévisible, qui va se présenter à des moments de la vie qui sont aléatoires d'une personne à une autre. Et c'est vraiment diagnostiqué par un neurologue avec un IRM. La majorité des personnes vont avoir leur diagnostic là, par ce parcours-là ou une ponction lombaire. OK. Donc, les gens peuvent avoir une poussée une fois dans leur vie et ça va être stable là, pendant des années. Il y a 4 types de sclérose en plaques. Fait qu'encore là, il y a différentes façons là, que ça va évoluer. Il y a la sclérose en plaques rémission avec des poussées, qui, elle, va vraiment avoir des défis majeurs là, au niveau du quotidien. Ça peut toucher la vue, des engourdissements, ça peut être même des paralysies. Puis après ça, avec des traitements, ça va se stabiliser, ce qu'on va appeler la période de rémission. Il y a des gens qui vont aller rechercher presque 100 de leur capacité, puis d'autres que ça va laisser certaines traces. Mais tout au long de leur parcours de vie, vont avoir des poussées rémissions, ça va être des montagnes russes. Okay. Il y a aussi la sclérose en plaques progressive primaire, qui, elle, va être un autre type de facteur, d'autres défis. Il y a la progressive secondaire, puis il y a aussi la cyclique isolée. Fait que c'est... côté médical, je vous dirais que c'est plus les neurologues qui pourraient vous en parler, ouais, là, je comprends. mais ça va être les diagnostics qu'on va retrouver. OK. Quels sont les symptômes les plus fréquents de cette maladie? Bien, à 100 la fatigue excessive, c'est ce qui ressort le plus. Des douleurs constantes, inexplicables, des engourdissements. Il y a beaucoup de cas qui vont commencer avec une myélite, donc des problèmes oculaires. Ça va faire partie des symptômes. Mais s'il y a 3 millions de diagnostics au monde, il y a 3 millions de façons que ça va sortir. Mais la fatigue, c'est vraiment un dénominateur commun pour l'ensemble des gens atteints. Donc, c'est un combat de tous les jours pour les gens qui en sont atteints. Absolument. Comment se fait généralement le diagnostic de la maladie? Au préalable, c'est sûr que les gens vont consulter leur médecin de famille. Parce qu'ils ont quelque chose qui ne fonctionne pas, ils s'aperçoivent que... C'est vraiment c'est une durée qui est inexplicable, une fatigue qui est vraiment insoutenable, là, où ça va venir limiter les activités de vie quotidiennes. Donc, l'entrée se fait vraiment par le médecin de famille. Par la suite, on va investiguer, là, justement, avec un neurologue, là, quand plusieurs symptômes vont apparaître ou vont avoir besoin d'investigation. Et c'est là que le neurologue va pouvoir poser le diagnostic suite à l'IRM ou à une ponction lombaire. Okay. Pourquoi est-ce que l'on dit que cette maladie-là est invisible? Parce qu'elle ne se voit pas? Est-ce qu'on ne distingue pas les... Exactement. Bien, étant donné que c'est la fatigue qui est le facteur premier pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais que 100 des humains vont avoir, là, une fatigue. Mais il y a aussi un brouillard mental qui va venir avec la sclérose en plaques. Et la douleur, parce qu'il y a plusieurs gens qui vont vivre une douleur constante, c'est des douleurs qui sont souvent inexpliquées, mais qu'on ne voit pas non plus. Donc, la mobilité réduite ne vient pas d'entrée de jeu avec la sclérose en plaques. On va avoir d'autres défis, des problèmes d'équilibre énormément. Donc, on va se limiter tranquillement, pas vite, au niveau de nos tâches, de nos responsabilités. Mais on peut être fonctionnel, mais pas comme on devrait l'être. Ça se révèle d'un coup ou ça se développe finalement? La majorité des gens, ça se révèle d'un coup. Okay. Il y en a que c'est ça. Il y a 1 million de façons de le vivre. C'est le cerveau, c'est tellement mystérieux, c'est neurologique qu'à partir de ce moment-là, il y en a qui vont dire « Ah, bien, il me semble que ça fait longtemps. C'est pas la première fois que j'ai une fatigue comme ça. Je l'ai déjà vécu dans le passé, mais là, ça revient plus intense. » Mais il y a des gens qui vont avoir vraiment une progression, donc ça va faire un petit moment que ça va faire partie de leur vie. D'autres personnes que c'est vraiment du jour au lendemain, une paralysie qui est cloué au sol et que là, on commence à investiguer. Donc, il y a différentes façons là, que ça va se présenter. Okay. On a parlé un peu des différentes formes de sclérose en plaques. Comment se distingue-t-elle entre les différentes formes?
pense qu'il y avait le syndrome clinique isolé, le cyclique, progressif secondaire et primaire. Oui, ça, c'est vraiment plus les équipes santé qui sont appelées à faire justement là, la lecture de tout ça, de l'expliquer. De notre côté, on le voit au niveau de nos membres que ça a différents enjeux, dépendamment de ce qu'ils ont à vivre. Mais le côté médical, je laisserais plus ça à l'équipe santé de vous l'expliquer dans le cadre d'une autre émission. Ça vous dérange pas, c'est plus précis, c'est ça très pourrait être tentant, pointu. effectivement, de découvrir le tout. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui cause cette maladie? Qu'est-ce qui en est à l'origine, finalement? C'est encore méconnu. Ça aussi, hein? Le dénominateur commun est toujours une carence en vitamine D. Là. Ça, c'est sûr que d'entrée de jeu, les gens qui sont diagnostiqués vont se voir prescrire là, des doses massives de vitamine D. Au Canada, il y a 90 000 Canadiens qui sont touchés par la sclérose en plaques. Donc, on sait que les pays nord-américains, là, du Nord en général, au final, là, sont davantage touchés là, par cette maladie-là. Il y a différents facteurs qui vont influencer. On sait qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui sont touchés par la maladie. Ensuite, il y a le syndrome de Epstein-Barr, qui est la même molécule que la mononucléose. Donc, c'est un autre dénominateur commun qui est investigué, mais les recherches n'ont pas mis le doigt sur un facteur précis, l'obésité, le tabagisme. Donc, le mode de vie des gens une influence aussi. Assurément, là, de ce côté-là. Puis pour le reste, bien, c'est vraiment au niveau de la moelle épinière et tout ça qu'on peut le diagnostiquer. Mais les facteurs principaux, là, il n'y a pas de facteur génétique vraiment? Il y a l'hérédité qui rentre en ligne de compte pour certaines formes de sclérose en plaques. Là. C'est pas rare qu'on va voir au sein d'une même famille plusieurs personnes touchées. Moi, je suis en poste depuis mai dernier et j'accueille à l'occasion aussi la mère et la fille ou les frères et sœurs. Fait qu'il y a une forme de sclérose en plaques qui est vraiment héréditaire. Mais au niveau des recherches, ça avance vraiment bien. Dans la région de Chaudière-Appalaches, on a la clinique de recherche Saint-Louis, entre autres, qui fait une recherche actuellement sur la sclérose en plaques. Et on voit vraiment les avancées de ce côté-là. Ça fait en sorte que les gens sont diagnostiqués vraiment de plus en plus tôt. On a des membres qui ont 14 ans, 12 ans, qui viennent cogner à notre porte et qui disent, là, je vis avec un défi qui est la sclérose en plaques. Fait qu'autant pour le parent que l'enfant, on doit accompagner. Mais au niveau de la recherche, justement, du fait qu'ils sont capables de diagnostiquer plus tôt, bien là, on peut pointer davantage là, les sources. OK. Qu'est-ce qui explique que la sclérose en plaques, au fond, touche 3 fois plus de femmes que d'hommes? J'ai pas la réponse à cette... Puis à mon... particulier quand même. Oui, c'est un défi majeur pour la femme en soi, mais qu'est-ce qui l'explique comme tel? J'ai pas la réponse. Là. Dans les recherches, je ne sais pas si on rendu où exactement précisément de ce côté-là, là, mais pour l'instant, c'est inexplicable. Mais c'est très particulier quand même. On a parlé de jeunes de 12 à 14 ans. Mon Dieu, c'est tôt quand même. En général, à quel âge cette maladie se déclare-t-elle? Principalement, c'est entre 20 ans et 50 ans qu'on a au niveau des statistiques, mais ça tend à vouloir diminuer beaucoup, justement, du fait que la recherche avance bien. Et il y a une nouvelle application qui vient d'être reconnue par Santé Canada, qui est l'application Aetna, qui est un biomarqueur optique qui vient vraiment faire une lecture là, au niveau de la sclérose en plaques, au niveau neurologique et cognitif, pour diagnostiquer de façon préventive ce qui s'en vient au niveau de la maladie. Et ça aussi, ça va amener des diagnostics plus tôt. Même si on dit que ça se déclare entre 20 et 50 ans, on n'est pas à l'abri nécessairement non plus après 50 ans. C'est ça, exactement. Il faut rester à l'affût. Parfait. Est-ce qu'il existe des traitements efficaces pour ralentir un peu la progression de la maladie? Absolument. Oui, puis on voit justement avec l'investissement SP Canada, qui est vraiment notre organisme national, a investi au-dessus de 218 millions là, depuis sa création, il y a à peu près 75 ans. Et les traitements progressent vitesse grand V. Quand j'ai commencé dans les années 2000 à m'impliquer au niveau de l'organisme, on parlait de 5-6 traitements. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de traitements qui sont actifs. Donc, les gens ont une meilleure qualité de vie et ça continue. Donc, il y a vraiment beaucoup d'investissements qui se font en ce sens-là, mais il y a vraiment des retombées directes, concrètes dans la vie des gens atteints. Donc, ça leur permet d'atténuer un peu les effets de la maladie et de pouvoir vivre quand même une vie
Normal. De stabiliser, oui, OK. exactement. Parce que chaque traitement va combler un symptôme là, plus précis. Donc, dépendamment du type de sclérose en plaques que la personne est atteinte, bien, les traitements peuvent varier vraiment d'une personne à une autre. Puis les meilleures personnes pour les conseiller restera toujours le neurologue et les pharmaciens. Fait qu'ils travaillent vraiment en étroite collaboration. L'équipe santé, le filet vraiment global des gens là, qui sont suivis par la clinique SP vont vraiment mettre en branle une bonne communication à travers tous les professionnels de la santé. On disait que la recherche avance rapidement. Oui. Ça, je pense, c'est porteur d'espoir de ce côté-là. Absolument, oui. Parfait. Quels sont les impacts de la sclérose en plaques sur la vie quotidienne des personnes atteintes et quels sont les défis qu'ils doivent relever? Oui, bien c'est sûr qu'avec une fatigue excessive, la vie professionnelle des gens est directement affectée parce que c'est au niveau de la concentration, l'énergie. Donc, d'effectuer les tâches quotidiennes va demander plus d'efforts. Donc, puis le fait que c'est imprévisible aussi. On peut très bien aller pendant plusieurs années, du jour au lendemain, avoir à ralentir. Donc, dans les défis, bien, c'est sûr qu'il y a des zones grises au niveau du système. Quand on se doit de ralentir pour une situation médicale, on va être soutenu par l'assurance collective, par certains filets financiers, mais il vient un temps où on se ramasse sans soutien nécessairement, puis là, ça a des impacts majeurs. C'est là où on rentre en ligne de compte aussi l'organisme parce qu'on vient à la défense des droits des personnes qui sont atteintes. Donc, on veut s'assurer que, point de vue de l'employeur, c'est bien compris puis que tout est mis en place pour les maintenir le plus longtemps professionnellement parlant sur le terrain. Parfait. Quels sont les principaux besoins qui sont exprimés par les personnes qui sont touchées par cette maladie? Bien, je vous dirais, c'est les connaissances générales des ressources qui sont à leur disposition. Parce qu'on connaît souvent les programmes gouvernementaux, les allocations familiales, on connaît le soutien aux aînés, mais à partir du moment qu'on est en situation d'invalidité, c'est quoi les crédits d'impôt qu'on a droit? C'est quoi les avantages qu'on a? Toutes les démarches administrative qui décline justement là, d'une situation, d'un diagnostic de maladie comme la sclérose en plaques, qui est une maladie invisible. Ça vient avec des enjeux, des défis de ce côté-là. Fait que les questions initiales, souvent, sont surtout en lien avec les aspects financiers. Comment que je peux me préparer éventuellement si jamais j'ai adapté ma maison? Comment je peux me préparer? C'est quoi la prévention? Il y a beaucoup d'autoresponsabilisation. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre le contrôle de ma maladie? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, soutien psychologique, tu sais, c'est quoi les outils qu'on a de ce côté-là? Ça peut dégrader quand même beaucoup. Moi, je me souviens, je crois, ça vient de me passer par l'esprit de quelqu'un qui habitait pas très loin de chez moi, qui était atteinte de cette maladie-là, puis en chaise roulante à un moment donné. C'est ça. Ça peut dégrader quand même beaucoup. Oui, puis des fois, on est propriétaire, d'autres fois, on est locataire. Qu'est-ce que mon locataire peut faire pour m'aider? Fait que les questions... Bien, la première chose, les gens qui soupçonnent avoir la maladie viennent nous consulter pour parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux. Okay. Donc, on veut faire un partage d'informations, d'expériences, voir qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, là, je soupçonne que j'ai peut-être la sclérose en plaques, mais je viens valider un petit peu mes symptômes. Mais nous, on n'est pas là pour toucher à l'aspect médical, jamais, jamais. Une fois que le diagnostic est fait, bien, c'est d'avoir un accompagnement, de pouvoir ventiler. Comment que je l'explique à ma famille? Est-ce que je l'explique ou non? Il y a des personnes qui vont le garder pour eux toute leur vie parce que c'est une maladie qui est invisible. Okay. On apporte un bagage psychosocial, un bon soutien. On est vraiment le filet humain qui va prendre le temps de communiquer avec eux puis de leur donner des bons outils pour justement accueillir cette information-là. Puis la sclérose en plaques, bien, c'est du fait que c'est assez imprévisible, ça peut venir aussi avec beaucoup de deuil. Fait que c'est des accompagnés tout le long du processus de leur situation. Là. Fait qu'au niveau des besoins, bien, je vous dirais que ça touche à tous les niveaux. Parce que quand j'ai un adolescent versus une personne âgée, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et c'est pas la même réalité, de toute façon. Pas du tout. Fait que c'est vraiment variable d'une personne à une autre. Puis en situation de vulnérabilité, bien là, on devient vraiment entremetteur avec les autres organismes de chaque région. Je veux dire, Appalaches, c'est immense. Oui. Donc, on sait que les services de proximité sont vraiment attitrés là, selon la localité. Donc, c'est vraiment de prendre les gens... une personne à la fois et des orienter vers le bon organisme pour les aider lorsqu'ils ont besoin
d'aide alimentaire. Des fois, ça peut être au niveau du logement. On travaille beaucoup avec l'OMH pour justement maintenir nos gens à domicile le plus longtemps possible. Puis dans des situations précaires financières, bien, de bien les accompagner dans le processus. J'imagine que cette maladie-là, non seulement touche la personne concernée, mais aussi les proches et la famille. Oui. Puis j'imagine que ces personnes-là doivent avoir des questions à poser aussi. Oui, bien, c'est l'orientation. Nous, SP Canada, ça fait 75 ans que ça existe. En Chaudière-Appalaches, officiellement, avec SP Canada, c'est depuis 2008. Et il y avait déjà des organismes, il y avait déjà des soutiens dans chaque région là, pour aider les gens à vivre avec cette maladie-là. Au départ, en 2008, l'organisme était là vraiment pour la personne atteinte. Donc, on donnait un soutien, un service à ces personnes-là et on donnait énormément à la recherche. D'entrée de jeu, dans tous nos événements, c'est un facteur majeur pour nous. On tient à soutenir tous les avancements de ce côté-là. Dans les dernières années, on a fait une restructuration, si on veut, au niveau de la mission entre le national, le provincial et les régions. Et on ouvre désormais nos événements aux proches. Donc, vraiment, autant l'employeur que la famille proche, que les amis, on veut outiller davantage le réseau de chaque personne pour bien comprendre, oui, la maladie, mais aussi avoir les bonnes ressources là, pour qu'eux aussi soient protégés. Parce qu'en tant que proche aidant, en tant que proche, c'est important de reconnaître nos limites. Et la bienveillance, la maltraitance, ça peut se faire d'un côté comme de l'autre. Donc, pour nous, c'est important vraiment d'aider la communauté en entier là, avec les gens qui sont atteints. Parfait. Pouvez-vous nous présenter brièvement la mission de la Société canadienne de la sclérose en plaques? Et peut-être plus Chaudière-Appalaches, parce que vous m'avez confié que c'était vraiment indépendant aussi. Toutes les régions sont indépendantes, finalement. C'est ça, exactement. Bien, la mission première de SP Canada, c'est vraiment de viser un monde sans sclérose en plaques. Mon plus grand désir, moi, c'est vraiment de perdre mon emploi parce qu'ils vont avoir trouvé un remède pour que ça n'existe plus. En région, nous, notre mission, c'est vraiment de donner des services directement, d'avoir un impact direct dans les familles, tout en soutenant la recherche, bien entendu, et en militant pour la défense des droits. Donc, on est vraiment le point d'entrée là, des gens. Parfait. La vision de votre organisation, je l'aime bien, effectivement. C'est vraiment un monde sans sclérose en plaques. Exact. Mais à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus d'emploi. Ah ben moi, je rêve. Il y aura toujours une mission à laquelle on va pouvoir contribuer. Parfait. Oui. Combien de personnes œuvrent présentement au sein de SP Canada, Chaudière-Appalaches? J'imagine que les bénévoles ont une importance assez grande. Oui, bien, c'est primordial, les bénévoles. En fait, actuellement, je suis la seule employée à couvrir toute Chaudière-Appalaches. Je suis soutenue... Personne d'autre pour vous appuyer? Non, c'est ça. OK. Oui, c'est un défi. Pour tout Chaudière-Appalaches? Oui, bien, c'est un super beau défi, mais j'ai un comité, un conseil d'administration qui est vraiment extraordinaire, qui m'accompagne là, dans les démarches. Mais c'est sûr que les bénévoles, ça fait toute la différence là, parce qu'on offre des services aux membres. Donc, je me promène dans chaque région pour faire des cafés-rencontres, pour contrer l'isolement. On a des visites culturelles pour justement amener les gens à sortir puis vivre autre chose. Briser l'isolement, en quelque sorte. Exactement. Et au-delà de ça, nous, on est indépendants à 100 %. On fonctionne sans subvention. Donc, c'est vraiment l'implication de la communauté qui nous permet de maintenir nos services actifs et de continuer de développer des programmes. Depuis mon entrée en mai dernier, on avait déjà un programme de remboursement à l'activité physique qui contribue de façon majeure là, au bien-être des personnes atteintes où ils peuvent prendre le contrôle puis avoir une meilleure qualité de vie. Et on a un programme qui s'appelle le programme Santé Mieux-être qui est disponible grâce à l'implication de la Caisse des Jardins de Lévis et la Caisse des Jardins de Chaudière-Appalaches pour venir soutenir financièrement les personnes atteintes pour avoir des services thérapeutiques non traditionnels. Donc, grâce à l'aide de la communauté, justement par les dons, mais ça nous permet de développer des programmes comme ça où on va avoir un impact concret, là, autant financier que physique et mental pour les gens. Là. Je pense que le soutien psychosocial est de plus en plus difficile à avoir. Quand on est en situation financière plus difficile, bien souvent, c'est là où on va... pas qu'on va gratter, là, mais quand on est en situation financière plus difficile, bien, c'est pas là qu'on va investir en premier. Et pourtant, fait que grâce au soutien de la communauté, on peut aller là.
Mon Dieu. Là, Ouais. je pense que le soutien de la communauté à ce moment-là est d'une importance capitale, au fond. Absolument. On fait 5 événements majeurs par année dans Chaudière-Appalaches. On a le souper de filles qui a lieu au mois de mai, qui est à la tête des ponts Juvénat Notre-Dame, où on rassemble les gens d'affaires de Chaudière-Appalaches. Les acteurs politiques de la région sont présents à chaque année, nous soutiennent, viennent écouter les défis de nos gens, les enjeux. Donc, on sent vraiment l'implication. On sent... pas l'engouement, mais on sent le désir de la communauté d'avancer, de nous aider, de nous soutenir. Mais c'est un travail de longue haleine, là, justement, D'aller de chercher mobiliser tout ces le monde. appuis-là, Oui, au fond, et de les exactement. sensibiliser à la cause aussi. Exact. Mon Dieu, quel est le rôle de la directrice générale au sein de l'organisme, à part d'être partout un peu, finalement? Et qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle-là? Bien, en fait, tu sais, l'organisme, on se trouve à être le maillon qui va rallier vraiment toutes les sphères autour de la sclérose en plaques. Donc, on s'assure d'avoir une bonne communication puis une présence avec l'équipe santé de la clinique Neuro-Lévis qui se trouve au CRDP à Charny. Donc, on va avoir une bonne communication avec eux pour bien le transmettre à nos membres et aussi véhiculer là, les enjeux. On est présent sur le terrain, on va offrir le soutien psychologique là, dès le départ. Et bien, c'est sûr que c'est de m'occuper des opérations, de m'assurer que les événements, la philanthropie avancent bon train, qu'on continue de rayonner là, à travers, oui, Chaudière-Appalaches, mais à tous les niveaux là, pour le gouvernement et tout ça. Okay, comme on disait, Chaudière-Appalaches, mon Dieu, c'est grand. Hein? Vous devez être souvent sur la route, finalement. Je vous confirme, oui. Combien de membres compte votre section régionale? Actuellement, on frôle le 600 membres en Chaudière-Appalaches. Selon les statistiques, on sait qu'il y a 1200 personnes qui sont traitées en Chaudière-Appalaches. Donc ça, c'est la capacité de la clinique Neuro-Lévis de... Il y a des gens qui peuvent être atteints et non traités aussi, en plus. Exactement, qui ne sont pas dans notre région. Donc, on estime qu'il y a environ 1800 personnes qui vivent avec la sclérose en plaques dans notre région. De ces personnes-là, il y en a qui ne nous connaissent pas encore parce que quand on a le diagnostic, j'adore l'image du cancer au niveau de la publicité. Il y a quelques années qui disait, bien, on entend le diagnostic, on tombe sur notre chaîne, on tombe sur le dos, le temps vient d'arrêter. On arrête d'écouter ou il n'y a plus rien qui se passe parce que là, c'est un choc. Fait que quand les infirmières, quand l'équipe santé parle justement de l'organisme avec toute l'aide qu'on peut avoir, bien, c'est pas la première chose qu'on retient après un diagnostic. Donc, c'est souvent plusieurs années après que les gens communiquent avec nous. Fait qu'on essaie d'être le plus présent possible sur le terrain pour justement les amener à venir chercher l'information. Parce qu'au début, quand le diagnostic arrive, j'imagine, c'est l'état de choc et les gens ne savent pas comment réagir. Hein. Bien, c'est une maladie qui est invisible, puis encore une fois, qui est méconnue. On côtoie des gens qui vivent avec le défi à tous les jours à l'épicerie, au bureau, parce que les gens ne parlent pas nécessairement. On n'a pas d'étiquette qui dit « Ah, j'ai la sclérose en plaques ». Donc, quand on reçoit le diagnostic, c'est sûr qu'en amont, plusieurs ont déjà consulté Internet, c'est ça, Wikipédia et compagnie, mais on ne sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, puis on ne l'a pas choisi. Moi, la sclérose en plaques, ce que j'entends dans tous les témoignages, c'est « J'ai pas décidé qu'elle allait m'accompagner toute ma vie, je la vois comme une colocataire ». On va s'assurer de bien travailler ensemble, mais ça ne va pas me définir. Et ça, quand les gens ont le diagnostic, bien, c'est toute l'information. On se fait l'image de la personne à mobilité réduite et pourtant, c'est pas 100 des personnes qui sont à mobilité réduite. Ça vient avec d'autres défis qui sont des fois aussi grands, mais du fait que c'est plus neurologique ou cognitif, on n'évalue pas l'impact de la même façon. Okay. J'aimerais aborder aussi les types de services et de ressources que votre organisme offre aux personnes atteintes et à leurs proches. Oui. Quels sont-ils exactement? Bien, au niveau des services, par l'entremise de SP Canada, sur le site Internet, il y a une bibliothèque qui est vraiment magnifique, qui donne beaucoup d'informations au niveau des communications, les ressources financières et compagnie. Encore une fois, avec SP Canada, on a un soutien juridique qui s'appelle JuryPop, qui est gratuit, qui offre vraiment des services de professionnels à nos gens pour toute question. Quand on a des avocats, des notaires qui sont à leur disposition 24 heures sur 24, là, qui peuvent faire une demande. Le service de jumelage aussi, qui est super intéressant parce que, justement, on veut contrer l'isolement. Quand on reçoit le diagnostic, d'avoir l'occasion de partager avec quelqu'un qui a un profil qui nous ressemble, c'est toujours... c'est une forme d'entraide aussi en même temps. Absolument. Puis c'est vraiment tout ce qui a trait au médical ou pharmaceutique. C'est important que ce soit les équipes
professionnels qui parlent de ces sujets-là. Donc, les gens sont formés pour avoir une écoute active, pour accompagner les gens à bien accueillir la nouvelle, encore une fois. Donc, ça, c'est des services d'entrée de jeu qui sont disponibles 24 heures sur 24 là, par le site Internet. Il y a des agents en ligne qui sont vraiment formés pour la sclérose en plaques. Et plus précisément, en région, là, à ce moment-là, bien, c'est vraiment les activités pour contrer l'isolement. Les programmes de remboursement à l'activité physique, parce qu'on sait l'activité physique fait toute la différence. Et tout récemment, le programme Santé Mieux-être. Donc, on vient vraiment donner un support financier aux gens pour leur bien-être. Il y a beaucoup de soutien psychosocial au fond, activités de soutien psychologique aussi, je crois bien. Il y a des webinaires aussi pour mieux comprendre le tout, qui sont disponibles sur YouTube, je crois bien. Oui, exactement. Puis dans le cadre de nos cafés rencontres, initialement, c'était des cafés vraiment de partage, d'échange, où les gens venaient accompagner pour parler de leur quotidien. Cette année, on a un beau réseau de partenaires, de professionnels qui vient faire des conférences ou des ateliers pour vraiment bien outiller nos gens dans tous les sphères. On a la clinique du sommeil Lessard qui sont venus vraiment démystifier là, tout ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur sommeil, qu'est-ce qui est à surveiller, tout ça. Donc, les partenaires, les professionnels qui peuvent nous aider, bien, c'est sûr qu'on crée les moments de partage, les espaces de communication avec eux. Je suis peut-être rêvé ça, mais y a-t-il un groupe de discussion sur Facebook oui, aussi? Non! Et il est très, très actif. C'est une initiative d'une membre bénévole qui était à l'époque sur le CA, qui a eu l'initiative de lancer ce groupe-là. Il y en a énormément des groupes de discussion. Sur la sclérose en plaques. Puis souvent, bien, ça vient beaucoup d'Europe ou d'un peu partout. Et le modérateur, dépendamment des sujets, ça peut être laissé aller. Alors, Chaudière-Appalaches, on frôle le 300 membres là, dans notre groupe de discussion et on se veut vraiment un véhicule d'espoir. On veut que les gens partagent, mais amènent des solutions, des bons coups, partagent des initiatives aussi locales et tout ça. Mais les gens sont super dynamiques. C'est vraiment le fun, ce groupe-là. Ouais. Parfait. Quelles sont les activités organisées dans la région de Chaudière-Appalaches et quels sont leurs objectifs? On a parlé un peu tantôt du souper de filles. Oui. Il y a une marche aussi de l'espoir, je crois bien. Oui, bien, la marche de l'espoir, c'est pan-canadien. Tout le monde marche en même temps au Canada le 31 mai. Pour la région de Chaudière-Appalaches, c'est au parc c'est au parc Humano, de Lévis qu'on accueille les gens cette année. L'inscription est déjà en cours, c'est gratuit. Et l'objectif, c'est d'abord et avant tout de faire de la sensibilisation. Lors de la marche, on est identifié, on a un chandail coloré, on en parle, puis aussi dans la promotion de l'événement, on veut que les gens entendent parler de la sclérose en plaques, voient les visages que ça va aider là, quand on fait un soutien financier. Et c'est sûr que pour nous, bien, c'est un moyen d'aller chercher des fonds pour maintenir les services. C'est une cause profondément humaine aussi. L'année passée, on a accueilli 265 marcheurs pour la marche à Lévis. Cette année, on mise un 300. En plus des bénévoles, on a excessivement beaucoup de bénévoles qui viennent nous donner un coup de pouce. Fait que la marche, c'est vraiment notre événement fort là, pan-canadien. Par la suite, on a le pickleball qui est une nouvelle initiative. Cet événement-là, c'est SP Montréal qui l'a lancé, qui est un organisme partenaire aussi, et 100 des fonds vont aller pour la recherche. L'événement a lieu le 14 juin prochain à Pickleball 2 à Lévis. Puis ça aussi, on essaie d'innover. On voit toujours les mêmes genres d'événements pour faire des levées de fonds. Fait que là, on parle à une autre clientèle qui est active, assez diversifiée. Fait qu'on est super fiers d'être soutenus là, avec l'équipe de Pickleball Lévis 2. Et on a Grimpons pour l'espoir, qui est au mois de septembre, qui est un défi sportif. Dans le fond, l'objectif, c'est de monter le plus de fois possible la montagne en 4 heures. Encore une fois, bien, on veut mobiliser les équipes, toutes les générations, les familles, les professionnels, les sportifs. C'est de faire parler de la cause encore une fois, là, vraiment de mobiliser. Et ça nous permet de quantifier le nombre de montées selon un mont populaire, un mont connu au monde. Fait que vous pouvez monter le mont Everest à 1 heure de chez vous. Fait que c'est quand même super trippant. C'est le 26 septembre au Centre de plein air de Lévis. Puis il y a beaucoup de cafés-rencontres aussi. À tous les mois, on a des cafés-rencontres dans 3 régions précises, Lévis, Montmagny et Thetford, qui se rassemblent au moins une fois par mois. Et le défi de Chaudière-Appalaches est de relancer également ces cafés-rencontres-là dans toutes les régions. Donc, on s'attend d'arriver en Beauce prochainement et dans le Binière également. Mais ces cafés-là sont hyper populaires. C'est vraiment un rendez-vous à chaque mois, une belle motivation là, de rester en lien.
Marche de l'espoir, grimpons pour l'espoir. L'espoir, c'est de le faire vivre, finalement. Toujours, toujours. Bien, l'espoir, ça fait vivre, oui, puis ça l'amène un baume aussi, parce qu'on voit concrètement les retombées. Avec l'application maintenant, par exemple, qui est une application biomarqueur optique pour, en prévention là, des prochaines lésions de la sclérose en plaques, mais ce programme-là, cette recherche-là a été soutenue par SP Canada en grande partie et ce sont des neurologues du Québec qui ont eu les avancées et tout ça. Quand on marche, quand on se mobilise tout le monde ensemble, qu'on ramasse des fonds puis qu'on voit que c'est concret puis que c'est enfin disponible sur notre territoire, bien, Colin, l'espoir est très là. Oui, c'est important, je crois bien aussi. Oui, c'est vraiment présent. L'an dernier, il y a eu la première édition de la marche SP de Thetford. Oui. Comment ça s'est passé, cette activité? Est-ce qu'elle sera de retour cette année? Ah, la bonne question. Oui, bien, c'est une initiative locale d'une personne qui est atteinte dans la région, qui a désiré s'impliquer, mais relever le défi, parce qu'il avait vu passer la marche où les gens se rassemblent et le parcours est de 5 km. Et selon ses conditions et tout ça, a décidé de dire, bien, j'ai le goût de mobiliser mes gens, j'ai le goût que les gens étaient forts d'entendre parler de la sclérose en plaques. Je veux faire ma part, ramasser des fonds. Il a communiqué avec l'organisme quelques jours avant l'événement. Ils ont été, si je ne me trompe pas, une trentaine là, à se rassembler pour faire un parcours de 4,5 km. Les gens d'affaires de la région ont été sollicités pour soutenir l'événement et tout. Et ils ont embarqué, j'imagine. Absolument. Beaucoup. Oui, exactement. C'est une super belle initiative locale. Puis cette année, il m'a rappelé pour dire, Amélie, j'ai le goût de recommencer, comment on peut fonctionner et tout ça. Donc, les dates, ça devrait jouer aux alentours de la mi-juin, là, mais ça sera confirmé sous peu. Mais assurément, ça bouge tellement à Thetford. Partout où on passe pour les cafés-rencontres, on sent l'intérêt des gens. Ils viennent nous rencontrer, voir qu'est-ce qu'on fait, qui on est, c'est quoi les enjeux. Fait que c'est sûr que vous allez nous voir cet été pour une marche. Parfait. Est-ce que vous tenez d'autres activités dans la MRC des Appalaches? Les cafés-rencontres, surtout, je crois bien. C'est beaucoup les cafés-rencontres au niveau des activités. Quand les conférences ont lieu, on travaille beaucoup en partenariat avec les autres organismes de la région. Donc, quand il y a le salon des organismes au Cégep de Thetford, d'exemple, on va toujours être présent dans la mesure du possible. Dès qu'on a l'invitation, on est là. Mais dans les activités, on est aussi avec l'ARLPH, l'Association régionale des loisirs adaptés. Donc, on partage leur calendrier et on invite les gens, nos membres, à participer à leur activité. Et on a la grande virée Chaudière-Appalaches où on visite les lieux qui sont accessibles. Parce que quand on commence à vivre avec certains enjeux, on limite un petit peu nos déplacements, on limite nos loisirs. Donc, dans le cadre de nos services, on veut amener les familles à découvrir vraiment des petits joyaux d'activités pour sortir de notre quotidien puis continuer de vivre nos passions. Parfait. Mon Dieu, ça se passe comment, un café-rencontre? Ah, il y a beaucoup de social. OK. Non, mais en fait, des gens invités pour parler de différents sujets, des choses comme ça? Cette année, on l'a fait comme ça, avec un café où les gens, au départ, partagent, échangent entre eux. C'est toujours dans le cadre d'un repas, soit un déjeuner ou un dîner, dépendamment des régions. Et ensuite, on avait un invité. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens, quand ils ont l'occasion de se rencontrer pour échanger, aiment ça parler longtemps puis avoir plus d'espace. Donc, on sépare un petit peu là, les activités de conférences au café-rencontre parce que chaque saison vient avec certaines réalités. Comme là, on est dans la saison des impôts. Fait que je vous dirais que les échanges sont assez animés. Fait que le fait d'avoir une conférence en même temps qu'un café, c'est assez compliqué. Fait qu'à ce moment-là, on donne vraiment la tribune à chacun pour être sûr que toute l'information soit bien véhiculée. Sensibilisation et éducation, ainsi que le levée de fonds pour la recherche, sont des créneaux importants de votre organisation. Oui. C'est incroyable de voir les montants que SP Canada investit chaque année, finalement. Oui. 5 à 10 millions, je crois bien, par année. Oui, ça, c'est vraiment SP Canada là, qui a ce fonds de recherche-là. Nous, de notre côté, en Chaudière-Appalaches, on a donné énormément dans les dernières années à la recherche. En tant qu'organisme, il y a une partie de l'argent qui est ramassé en Chaudière-Appalaches qui est aussi donné à SP Canada, Division du Québec, qui, elle, redonne à SP Canada. Donc, on s'assure de maintenir les services ici. L'argent reste ici. Elle est gérée ici, mais on soutient toujours la recherche de ce côté-là.
pour nos événements, l'année passée, c'est au-dessus de 125 000 qu'on est allé chercher là, à travers toutes les régions là, de Chaudière-Appalaches là, pour justement maintenir les services aux membres. Donc, les gens sont bien conscientisés par rapport à la problématique. Oui, puis on le voit, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Les Charitables. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non, ça ne dit rien. Hey, on va faire du pouce là-dessus. OK. Le mouvement Les Charitables est né sur la Rive-Nord, en Capitale-Nationale, avec des gens d'affaires qui ont senti le besoin de transmettre, c'est des gens qui s'impliquaient déjà, mais d'amener un côté pédagogique, éducatif à la population, parce qu'au Québec, dans notre culture, point de vue bienveillance, bienfaisance, on donne un petit peu moins que le Canada anglais ou même les Américains. Donc, ce mouvement-là vient vraiment transmettre un message à la population, pas seulement aux gens d'affaires, mais vraiment à 100 dire, bien, c'est important de choisir une cause, de bien investir vos dons, parce que justement, de soutenir en ayant un mouvement concret, bien, ça vous permet de mieux gérer l'implication que vous allez faire. Puis, ce mouvement-là, bien, ça fait vraiment des petits... Ils ont au-dessus de 175 signataires qui disent, bien, moi, je m'engage cette année en tant qu'Amélie Frangillo, exemple, à donner 5 de mes revenus à des œuvres de charité, à des organismes et tout. Quand on regarde leur message d'entrée de jeu, puis c'est super intéressant de les écouter, quelqu'un, au niveau de son revenu, qui gagne beaucoup de sous, beaucoup d'argent, va donner environ 0,8 au niveau des organismes, au niveau de la bienveillance. Les personnes moins bien nanties vont donner à peu près 2,3 de leurs revenus au niveau des organismes. Donc, ce mouvement-là vient vraiment éduquer, donner de l'information pour inviter les gens à donner davantage. Est-ce que vous avez une histoire ou un exemple concret qui illustre l'impact de vos services sur la vie d'une personne atteinte de sclérose en plaques? Oui, absolument. Peut-être plusieurs, non? Oui, j'en ai, oui, absolument plusieurs. J'ai une dame qui a communiqué avec l'organisme avant les fêtes, qui, elle, la famille, connaissait plus ou moins la situation, qu'est-ce que c'était la sclérose en plaques. Donc, on a eu beaucoup d'échanges, elle et moi, pour trouver les bons mots, les bons véhicules d'informations pour leur transmettre. Et cette personne-là s'est vue en situation financière précaire au niveau de son logement. Donc, on a vraiment pris en charge toutes les sphères, autant avec la famille que la relation avec l'OMH pour s'assurer qu'elle puisse maintenir son logement tel quel, pour se concentrer sur son bien-être et poursuivre ses traitements. Donc, dans les facteurs qui vont influencer la sclérose en plaques, il y a l'anxiété et le stress. OK. D'avoir une porte, d'avoir une écoute rapide, une prise en charge rapide va avoir un impact direct sur la progression de la maladie ou l'état de santé, si on veut, de la personne. Donc, des situations plus difficiles comme ça, on en a à tous les mois. OK. Ça a vraiment, on va avoir un impact autant au niveau de la famille que la personne atteinte. Y a-t-il des événements, des campagnes de sensibilisation à venir auxquelles la population peut participer? Absolument. Bien, je vous dirais d'entrée de jeu, il y a la marche que vous pouvez participer. C'est possible de donner en ligne. Si vous ne pouvez pas venir marcher avec nous à Lévis le 31 mai prochain, la plateforme est déjà disponible pour effectuer des dons. Mais au niveau de l'implication, je vous dirais que toutes les heures bénévoles sont toujours les bienvenues. On parle beaucoup d'argent là, quand on parle d'organismes, mais de donner du temps ou d'apporter une expertise justement pour venir bonifier les services qui sont offerts aux personnes. C'est un plus pour l'organisme à ce moment-là, incroyable. Oui, le facteur humain est vraiment l'élément le plus privilégié, là, qui est le plus important pour nous. Quels sont les principaux défis auxquels fait face votre organisation? Bien, je vous dirais que le fait de vivre de 100 autonome, de ne pas avoir de subvention, fait en sorte que beaucoup d'énergie est mise en place au niveau des événements, au niveau de la philanthropie, pour assurer justement le maintien de notre organisme dans la région. C'est le facteur premier. Puis la communication, bien, outre le vaste territoire, là, moi, j'attends encore le jour de la téléportation, là, mais... Oui, j'imagine que ce serait très pratique pour toi. Mais dans nos défis, c'est vraiment ce côté-là là, qui sort le plus. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous appuyer dans votre mission? Car en fait, je pense que vous avez tout un programme pour les entreprises qui désirent vous appuyer, qui peuvent même parrainer un café rencontre
ou une autre de vos activités? Absolument. Bien, on a déjà Dessercom qui est un partenaire majeur qui nous soutient au niveau de la mission et au niveau de nos services, qui soutient le programme SP Famille, qui nous permet vraiment d'élargir notre offre de services devant le changement de la maladie avec les diagnostics plus tôt. Au niveau des partenaires, on a Desjardins également qui nous appuie pour le programme Santé Mieux-être avec la Caisse de Lévis et la Caisse de la Chaudière. Et on a un plan de visibilité qui est offert pour toutes les entreprises pour soutenir soit un événement précis, ça peut être un fonds d'aide vraiment plus concret si on veut, mais on a un éventail qui est bien détaillé là, de ce côté-là. En effet, très bien détaillé. Je vais probablement le communiquer aussi à d'autres personnes à ce moment-là. Très gentil. Parfait. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui vivent avec la sclérose en plaques ou qui viennent juste de recevoir un diagnostic finalement? Bien, en fait, c'est important de bien s'entourer, de prendre le temps de communiquer comment on vit la situation. D'entrée de jeu, je vous dirais de communiquer avec l'organisme. Ça peut apporter des belles sources de réflexion, des nouvelles solutions, répondre à des questions auxquelles l'inconnu fait peur. On est capable de venir mettre des mots ou des actions concrètes là, sur le diagnostic. Mais une chose est sûre, c'est que la sclérose en plaques, ce n'est pas une finalité. Même si la maladie, il n'y a pas de traitement jusqu'à présent qui l'arrête, les avancées de la recherche sont hyper positives. On voit vraiment de l'amélioration à tous les niveaux. Fait qu'il faut vraiment garder espoir. Faut rester solide. Et aussi, il faut voir notre auto-responsabilisation. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on peut contrôler de notre santé. Puis une fois qu'on a un diagnostic, que ce soit la sclérose en plaques ou peu importe la maladie, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour se faire du bien. Puis ça, bien, c'est important de le faire. Oui, effectivement. Comment une personne nouvellement diagnostiquée peut-elle entrer en contact avec vous? La façon la plus simple, c'est assurément via Internet, là, par le site de SP Canada Chaudière-Appalaches. Okay. Vous pouvez écrire un courriel. Par téléphone, je suis toujours rejoignable. Là. Si ce n'est pas au bureau, c'est sur mon cellulaire là, au 418-830-1515. Et sinon, même via Facebook, les réseaux sociaux, on est très actifs aussi. Donc, il y a une page qui est la page professionnelle, si on veut, de SP Canada, et il y a le groupe fermé. Mais via ces deux places-là, là, c'est facile de rentrer en contact avec nous. Parfait. Comment la population en général peut-elle soutenir la cause ou s'impliquer? Oui. Ou on peut aller marcher, on peut aller grimper. Dans les événements majeurs, c'est sûr que vous êtes toujours les bienvenus. Il y a les événementiaires qui fonctionnent super bien. Vous avez des idées, des initiatives locales. Vous pouvez communiquer avec l'organisme et on va vous accompagner pour votre événement. Et il y a toujours par le site Internet là, de SP Canada, Chaudière-Appalaches. C'est possible de donner 100 % à la recherche quand on fait un don. C'est possible de donner également dans votre localité. Donc, puis il y a aussi, en communiquant avec le bureau, c'est possible de faire un don là, via notre plateforme directement à Chaudière-Appalaches. Comment les gens peuvent-ils devenir membres de votre association? Un peu par les mêmes moyens, j'imagine? Exactement. On a une infolette qui est diffusée une fois par 2 mois environ, où on transmet toute l'information là, en lien avec l'organisme. Puis pour devenir membre, c'est soit via l'infolette qui a un formulaire que vous pouvez compléter ou en communiquant avec moi. OK. Donc, on peut retrouver plus d'informations aussi sur votre organisation et vos activités à ces endroits. Exact. Parfait. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population? Bien, merci beaucoup de nous soutenir, de nous permettre des tribunes comme aujourd'hui pour démystifier ce que c'est la sclérose en plaques, de parler de nos gens, de parler de nos membres, puis bien, continuer d'être présent. Continuer d'être là pour les gens atteints. Les maladies invisibles, il y a la sclérose en plaques, mais il y a une multitude de maladies diagnostiques qui sont invisibles auxquelles on doit être à l'affût. Donc, restez avec nous. Sur lesquels on doit miser sur l'espoir, pour 1000%. résoudre le tout. Vous m'enlevez les mots de la bouche, yes. Merci beaucoup, Amélie, pour ta participation à l'émission et bonne continuation dans vos activités. Merci. Merci à toi.